Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Chartier, fondateur et PDG d'Immersion, une entreprise bordelaise créée en 1994 et devenue l'expert européen de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et des solutions collaboratives. Et pour tout vous avouer, Christophe est l'un des premiers entrepreneurs que j'ai rencontrés en arrivant à Bordeaux, donc je suis d'autant plus ravi de le recevoir sur le podcast. C'est un vrai capitaine de navire qui a su donner le cap à tout son équipage, leur apporter une vision avec des valeurs ancrées et cette confiance commune qui a permis à Immersion de traverser les tempêtes et de garder tout le monde à bord. On parle de réalité virtuelle, bien sûr, des divers projets menés et des besoins auxquels répondent les équipes d'Immersion, le chaos technique de 2016, l'avenir de l'entreprise et plein d'autres sujets. Un échange passionnant avec cet entrepreneur bien implanté dans l'écosystème bordelais qu'il aime tant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au Pompon. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors Christophe Chartier, Ouais. 53 ans, à la tête d'une entreprise qui s'appelle Immersion depuis 26 ans maintenant. Et père de 3 beaux enfants. Magnifique. D'où ça t'est venu, cette idée d'immersion ? Parce que pour le coup, c'est rigolo, parce que la plupart des... Peut-être pas la plupart, mais beaucoup de personnes que je reçois dans ce podcast ont souvent un parcours en passant par plein d'étapes différentes. Mais alors toi, c'est vrai que c'est immersion dans tes gènes, j'ai envie de dire. Peut-être pas dans tes gènes, mais... Je suis originaire des Deux-Sèvres, Niort. Parcours, j'aime souvent à dire autodidacte, dans le sens où j'ai pas fait de grandes écoles qui m'auraient permis de me refermer. Alors je vais être un peu négatif sur les grandes écoles, mais en tout cas, disons que j'ai eu très rapidement l'envie de voler de mes propres ailes. Il fallait que je trouve le domaine, le sujet sur lequel j'allais pouvoir m'envoler, m'exprimer et surtout vivre une passion. Et en 93, quand je suis arrivé sur Bordeaux dans les années 90. Et puis après quelques deux ans et demi de travail dans des petites PME sur Bordeaux, j'ai découvert la technologie de la réalité virtuelle à travers un ouvrage de 2 chercheurs, un du MIT et un du laboratoire de robotique de Paris. Et ces 2 personnes, Grégoire Burdea et Philippe Coiffet, j'aime bien les nommer parce que ça ont été le déclic un peu de cette aventure, en rédigeant un livre sur la réalité virtuelle en 93, qui permettait de comprendre tous ces enjeux de cette technologie, de la simulation, de la 3D, de voir qu'on pouvait faire des choses assez fantastiques avec cette technologie. Donc ça m'a donné l'envie de foncer, de démarrer dans cette aventure. Et tu disais justement que qu'est-ce qui t'a... Je veux dire, pourquoi t'as pas suivi un parcours, aller dans des boîtes, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Soit c'était quoi, la volonté d'indépendance ? C'était... Parce que tu dis comme si tu cherchais un sujet absolument sur lequel te pencher et après bosser dessus, quoi. Mais... Alors, peut-être que dans mon histoire, je suis fils d'entrepreneur et petit-fils d'entrepreneur. Donc peut-être que on a ça dans les gènes un peu quelque part. Ouais. Oui, je pense une certaine envie d'autonomie, d'essayer d'écrire son histoire. Il y a peut-être un peu de l'ego, il y a peut-être un peu, mais plutôt l'autonomie, ouais. Okay. Et puis de trouver du sens à ce que je fais, et ce que je fais depuis 26 ans, de toujours être à la quête de me faire plaisir dans ce que je fais. Et c'est vrai que dans une entreprise, j'ai côtoyé ponctuellement des grands groupes où j'ai failli
être recruté avant de créer l'entreprise, et je regrette pas de pas l'avoir été d'ailleurs, parce que je vois comment ça se passe aujourd'hui dans les grands groupes, c'est assez fermé. On a un numéro, et c'est encore plus vrai avec le Covid aujourd'hui. On voit bien tous les grands de ce monde, les énarques et autres qui sont en quête de sens parce qu'ils comprennent pas le sens de leur journée, et on les voit se transformer en boulanger, en pâtissier, en ébéniste, et je trouve que c'est fantastique, mais j'ai peut-être gagné du temps sur eux. Voilà. C'est ça. Quand tu lis cet article, est-ce que ça fait tilt directement et tu dis ok bah je vais là-dedans? Et en plus c'est précurseur quand même. En 93 tu lis l'article, c'est ça? Alors c'est plus qu'un article, c'est un livre que j'ai découvert à la Fnac. Excuse-moi. C'est un livre. Alors pour être très honnête, j'ai pas tout compris dedans parce qu'il y a beaucoup d'approches scientifiques, physiques, mathématiques. Ça ferait rire mes collaborateurs bien évidemment, mais ils le savent. Par contre, ça m'a le peu d'illustrations et le champ des possibles de ces technologies qui étaient à créer était suffisamment. Faut remettre dans le contexte, on était à l'époque aussi de Star Wars, Leila qui apparaît en hologramme, donc ça a toujours été des rêves, des fantasmes un peu l'holographie. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, c'était écrit noir sur blanc, c'était voilà, et ça m'a donné l'envie de foncer dans cette aventure sans trop connaître vraiment ce qu'il y avait derrière, quoi. Ok. Alors pardon, vas-y. Non, j'allais dire. Comme j'aime bien dire aussi, même dans la notion d'entrepreneuriat, c'est plus facile de démarrer très tôt quand on n'a rien à perdre, parce qu'on n'a que des choses à gagner, quoi. Il y a que du positif à aller chercher. Et ça, tu l'as senti dès que t'as commencé? Enfin, le fait de te lancer, t'as pas fait peur du tout? Alors, je me suis pas lancé seul. Je me suis lancé avec un ami, Guillaume Clavry, avec une vraie stratégie. Il avait plutôt un profil administratif et moi technico-commercial, on va dire. Et on a démarré l'aventure ensemble sur Léognan, dans une pépinière d'entreprise à Martillac, plus exactement. Et alors évidemment, au départ, on a cru que ça allait fonctionner très rapidement. Au bout de la première année, on a perdu pas mal d'argent. On était presque en cessation de paiement, avec les banques qui commençaient déjà à alerter. Et c'est vrai que j'étais le seul de nous deux, parce qu'on était que deux. J'étais le seul à avoir un peu, puisque j'étais en contact client-terrain, avoir un petit peu des retours qui me donnaient confiance en l'avenir. Ouais. Et donc j'ai souhaité continuer, et Guillaume à l'époque m'a dit écoute, moi je vais arrêter, je te laisse. Il avait mis un peu d'argent pour nous aider à tenir et puis investir un petit peu sur certains dispositifs, et puis il m'a dit je te laisse, tu feras au mieux pour me rembourser, pour récupérer les actions, et ce que j'ai fait en 5 ans, et on est toujours très bons amis. Ouais. Mais il est parti sur un autre chemin lui après. Okay. Donc voilà, j'avais un peu le retour, mais c'est vrai que je me souviens de ce moment qui était clé, parce qu'à la fin de cette première année, je me retrouvais autour d'une table ronde, un peu comme celle qui nous sépare aujourd'hui, qui fait plus d'1 mètre, je dis pour le Covid. Mais j'étais autour de cette table avec ma mère, mon père, qui était à la fois certains garants et puis aussi actionnaire de l'entreprise, et en me disant tout simplement, on pourra pas t'aider, vous avez perdu beaucoup d'argent, on saura pas faire, ça reste. Je viens d'un environnement assez modeste, et donc il faut avoir faut y croire un peu pour gommer ça, et que ça soit pas un frein, que ça soit plutôt un booster, et qu'on voit ça comme une opportunité, quoi. Voilà. Et donc t'as réussi à voir ça comme une opportunité? Moi je l'ai vu comme une opportunité parce que je suis peut-être un peu têtu aussi, et je crois qu'il faut qu'on le soit tous pour aller au bout, parce qu'il y a le chemin il n'est pas simple, mais donc c'est à nous de le tracer et puis de faire face à ce genre de situation. Donc non, moi j'ai vu ça comme une opportunité. Ouais. Et comment dire, ça a pris combien de temps avant que ça réussisse, ou là tu te dis ok bah c'est bon, j'ai vraiment fait le bon choix, quoi? Parce que parfois on peut douter pendant pas mal de temps, mais quelle est la limite? Le bon choix, tant qu'on arrive à avoir envie de se lever le matin, c'est qu'on a fait le bon choix. Peu importe ce qu'on vend, je pense, peu importe quel est le défi qu'on lève. J'ai jamais eu de problème pour me lever pour venir travailler ou pour développer les technologies dans lesquelles nous sommes. Donc là, je me suis nourri de ça. Par contre, ça nourrit pas et ça fait pas tourner la famille. Donc, comme je disais, j'avais 3 enfants. Au départ, j'ai eu une fille en 96, donc j'ai démarré en 94. Donc la petite arrive assez vite. Mais
Disons que ça a commencé dès la deuxième année. J'ai inversé la tendance, on est passé en profit. C'était le résultat aussi de beaucoup d'investissements sur la première année. Il faut un peu de un cycle long. Mais puis se faire connaître un petit peu. C'est vrai qu'au départ c'était assez complexe parce qu'on était dans un bureau où personne nous connaissait, le téléphone sonnait pas. Donc je faisais beaucoup de prospection, mais il faut amorcer. Donc très rapidement en fait ça a donné un peu raison. La deuxième année a été positive. Ouais, ok. Et justement, à ce moment-là, est-ce que c'est... parce que moi, dans les dates clés, on va dire, il y a 98 où c'est PSA, tu signes un contrat avec Peugeot Citroën. Est-ce que t'arrives sur un marché où les grandes entreprises françaises, pour le coup, parce que ça... Alors non, on en parlera après, mais parce que tu as tout type d'entreprises avec lesquelles tu travailles. Mais c'est un marché où les grandes entreprises ont envie de cette technologie-là, où en fait, toi, t'arrives avec un produit qui leur propose quelque chose qui va les faire avancer plus vite. Ou différemment, je dis plus vite, mais je sais pas comment... Au départ, c'est assez simple. Ce bouquin, il m'a servi vraiment de construction même de l'activité pure et dure de l'entreprise, parce que à la fin, ça va paraître complètement désuet aujourd'hui, forcément 26 ans après, mais à la fin de ce livre, il y avait tout un tas un annuaire, des acteurs mondiaux, laboratoires de recherche, certains petits industriels dans le domaine de la réalité virtuelle. Il y avait le coordonné. Donc pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ça va être compliqué, mais j'ai fait un fax à tout le monde. Un fax thermique. Et en disant que j'étais intéressé par ce qu'ils faisaient, ce qu'ils développaient. Alors forcément, à 80%, je suis tombé à côté de la plaque parce que des laboratoires de recherche n'avaient rien à vendre. Mais petit à petit, j'ai commencé à façonner un catalogue produit avec des gants, avec des casques. Pour beaucoup, les casques, ils croient qu'ils sont apparus il y a 5-6 ans. Et en fait, les casques existent depuis les années 50. Forcément, ils étaient plus complexes, plus chers, plus compliqués à mettre en œuvre. Mais ils existaient, ils levaient déjà ils démontraient déjà l'intérêt de ces usages. Donc en fait, en venant avec ce catalogue produit, on a très tôt suscité l'intérêt auprès d'industriels, auprès de centres de recherche, qui étaient soit chez les académiques, soit chez les industriels. Donc mes premiers clients sont toujours mes clients. Pas forcément au même endroit, mais mes premiers clients, ce sont, à l'époque, c'était Aérospatial, le centre commun de recherche, où on leur vendait des casques, des périphériques. C'était Renault, c'était Peugeot, mais avec une activité plutôt à répondre à des problématiques d'exploration. Qu'est-ce que ces technologies vont pouvoir nous apporter? Et ils étaient friands parce qu'on était un des seuls acteurs à pouvoir amener ces technos. Donc on en avait un peu entendu parler sur quelques articles de presse spécialisés, mais c'était difficile de toucher du doigt un casque, personne n'en avait. Et c'est vrai qu'en arrivant avec ces produits, on avait porte ouverte partout. Et c'est vrai que commercialement, pour ceux qui aujourd'hui font de la prospection ou autre, c'était assez facile parce que tout le monde avait envie d'essayer, de voir ce que c'était. Et donc ça m'a ouvert pas mal de portes avec lesquelles, avec ces personnes avec lesquelles j'ai pu grandir depuis. Et justement, les produits au début, parce que je crois que la R&D arrive un peu plus tard, si je ne m'abuse, tu l'as peut-être pas dès le début. Ces produits-là, tu vas les sourcer quoi à l'étranger? Alors, principalement, les produits gants, casques, États-Unis, côte ouest. Ok. Voilà. C'est des produits qui sont arrivés dans les startups, principalement financés par le gouvernement américain, militaire, NASA, qui finançait les entreprises pour aller développer des dispositifs immersifs, avec à l'époque des acteurs forts comme Silicon Graphics qui n'existent plus, qui ont disparu avec l'arrivée de Nvidia, ce genre d'acteurs dans le graphique 3D. Mais ça venait principalement de là-bas. Voilà, donc très tôt je suis parti là-bas. Et puis il y avait des salons sur la 3D, sur le digital. Enfin pas le digital à l'époque, sur l'image de synthèse. Et on a commencé à faire du sourcing, j'ai fait du sourcing là-bas et au fur et à mesure ramené. Comme on était un des seuls. Et puis l'opportunité aussi, moi j'ai toujours essayé de jouer sur l'écosystème est intéressant ici en Aquitaine. Et surtout, quand on a créé l'entreprise, j'étais dans ce site un site Montesquieu, donc à Martillac, pour ceux qui connaissent, avec un site architectural super. C'est une pépinière qui est assez jolie, dessinée par Péto Létang, l'architecte qui est assez connu sur Bordeaux. Et en plein dans les vignes, dans les Pessac-Léognan. C'est magique.
Et ben on s'est servi de cette image aussi un peu idyllique, un peu que les Américains aiment beaucoup. Et du coup, on a eu pas mal d'attention, je pense, au départ, pas pour nous, mais pour le lieu et pour les vignobles autour, je pense. Donc, on a joué là-dessus pour attirer un peu. Ouais, voilà. carrément. C'est la blague. Mais je pense que ça contribue aussi à la facilité des échanges avec ces gens-là. Okay. Et petit à petit, on a eu un catalogue produit avec tous ces périphériques qui sont de plus en plus banalisés aujourd'hui, accessibles dans les Fnac et autres, les casques et autres. Et puis, on a commencé à grandir sur ces activités de négoce, achat-revente. Et puis, on a toujours eu envie, on a commencé à faire grandir l'équipe un petit peu. Et puis, j'ai toujours eu le souhait d'apporter un petit peu autre chose que me contenter de faire... je me lasse peut-être vite. Du coup... Tu dis peut-être comme Pardon ? Tu dis peut-être comme si c'était problématique. Ouais, ça peut l'être peut-être, je sais pas. Mais non, c'est fatigant pour une équipe aussi parce que ça s'arrête jamais. Mais c'est aussi le côté agile. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut admettre qu'on peut se tromper et que le lendemain on va se retromper et puis on apprend de ses erreurs ou pas, on fait comme on peut quoi. Et ça, voilà, donc d'une activité pure de négoce, on a ajouté grâce à PSA qui nous a mis le pied à l'étrier en nous disant voilà, je vais lancer la Xara Picasso, c'est un véhicule que personne n'a encore vu, on aimerait bien utiliser la technologie de la réalité virtuelle pour faire un buzz un peu, donc c'était plus le budget marketing. Et donc ça nous a forcé un peu à réfléchir plus que produit et solution. Et donc on a constitué une solution, on s'est associé à une boîte américaine, plus à un développeur de logiciels sur Toulouse, et puis on a développé et commercialisé 60 simulateurs donc avec des casques. C'est une première mondiale. Aujourd'hui on rigole avec 60 casques, mais à l'époque c'était une commande extraordinaire pour nous. Je peux en parler, à l'époque c'était une commande de près de 6 millions de francs et on faisait 4 millions de francs de chiffre d'affaires. Oui, donc très sympa comme commande. C'était sympa et c'était sympa avec une boîte qui est fantastique PSA, avec une personne qui était à la tête de cette activité d'innovation chez eux et qui était vraiment très très bien. Bon, il est à la retraite maintenant, mais qui était vraiment super. Et pour la petite blague, j'aime bien raconter, c'est vrai que l'équivalent de ce 6 millions de francs pour lancer cette Xara Picasso, c'était l'équivalent d'une publicité avec Lydia Schiffer. Okay. Donc, il m'avait dit, on fera une pub de moins, c'est pas très grave. Donc, je sais pas si ça va être relayé chez PSA comme ça, mais ça nous avait fait rire. Alors, pour les jeunes, ils vont pas savoir qui est Claudia Schiffer. Donc, je les invite à aller voir sur le web. Voilà. Donc, ça a permis le pied à l'étrier un petit peu à l'activité intégrateur. Et puis, ça s'est vraiment renforcé en 2002, où on a été associé à un très gros projet industriel. Et en même temps, par opportunité, avec notre partenaire logiciel sur Toulouse, il nous a associés à 2 projets de recherche. Et c'est vrai que c'est un vrai virage, là, c'est les années 2002-2003, où on soumet à la fois le projet industriel, c'était une tour de contrôle à Mont-de-Marsan, donc un gros simulateur 360 degrés pour former les contrôleurs aériens dans le domaine militaire, pour les préparer à des situations de crise et du suivi d'avions. Et en même temps, ces 2 projets de recherche, un sur le storytelling, comment utiliser la technologie de 3D pour raconter des histoires, on va dire, et le sujet qui a été beaucoup plus important pour nous, qui s'appelait Crimson, comment utiliser le digital pour accompagner une prise de décision sur une cellule de crise. Okay. Donc comment, et c'est vrai que c'est un point important dans notre vie parce que je pense que ça nous accompagne maintenant depuis 2003, cette vision un peu de dire que la 3D, la réalité virtuelle, est vraiment au cœur de la décision et peut favoriser la compréhension sur des problématiques complexes. On pourra en revenir, y revenir si besoin était, et donc ces projets de recherche, tout est arrivé d'un coup. On a gagné cette grosse tour de contrôle à Mont-de-Marsan et puis ces 2 projets de recherche. Et on a staffé l'équipe et on a essayé de recruter au mieux et on s'est pas trop trompé là-dessus. On a eu la chance de trouver des belles personnes qui ont permis à Immersion de grandir autour de ces sujets-là. Ok, parce que dans les années 2000 et quelques, vous êtes combien dans la boîte ? Avant ce gap-là, on était 6-7 personnes et puis après on est passé à une quinzaine, un peu plus. Et aujourd'hui on est 45. Okay. Avec une volonté pas forcément de grandir aujourd'hui. J'allais te demander, tu anticipes ma question, ta vision à ce moment-là, c'est quoi ? À l'époque ? Ouais. C'est pour ça qu'on change d'idée. On adapte. C'est de grandir, c'est de devenir une très grosse société avec plein de personnes et puis une grosse voiture devant. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y avait une notion de réussite qui était associée au nombre de personnes ou de la taille d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et
il fallait du temps un peu peut-être pour mieux comprendre les moteurs, son moteur. Et le moteur aujourd'hui de la majorité des équipes de l'entreprise, et le trait commun, c'est la passion avant tout. Et je dis pas qu'on peut pas, et il y a certainement des grands groupes qui le réalisent, mais moi je me sens pas en tout cas cette capacité. Mais la passion pour la partager, pour la vivre et s'exprimer, je pense qu'il faut rester une taille de famille, quoi. Et 40, c'est bien, 45, voilà, c'est maximum. Okay. Alors après, il y a les seuils du 50, hein. Mais c'est bien parce qu'on reste, on peut encore se connaître et essayer de partager les mêmes valeurs. Et on pourra en reparler. Ce qui est important dans les moments de crise qu'on a vécu, qu'on vit encore aujourd'hui. Et quand on partage les valeurs, j'ai l'impression que c'est un moteur qui peut forcément permettre de passer ce cap-là beaucoup plus facilement. Carrément. Justement, tu parles d'humain. Et au-delà des équipes, mais même dans les produits que vous façonnez ici, c'est en fait vous partez de l'humain. C'est ce que j'ai cru comprendre en préparant l'interview. Que c'est pas une technologie qui est pensée juste pour faciliter plein de choses, etc. C'est vraiment vous pensez à l'expérience et à l'homme. Enfin, t'en parleras mieux que moi, bien sûr, mais quand on a mis en place et là je dois remercier Jean-Baptiste chez nous de la Rivière qui a mis en place les activités recherche et développement. Il s'est très tôt intéressé et avoir constitué une équipe de recherche et d'innovation autour des sciences cognitives. Alors c'est vrai que pour certains, en étant sur Bordeaux, ils connaissent certainement l'ENSC, l'École nationale des sciences cognitives, mais que c'est une démarche, c'est une école unique avec laquelle on a des collaborations et on a des relations depuis la création de cette école. Et merci encore à Bernard Clavry aussi. C'est le côté des merci à l'écosystème. Mais non, parce que je pense qu'on a la chance. Elle est pas toujours. Maintenant, elle est très très connue et reconnue. Et mais au départ, c'était quand même pas simple de dire que c'était vraiment bien comprendre le fonctionnement de l'homme, ses motivations. C'est du design aussi quelque part. C'est une sorte de design, mais pas design au sens produit, au sens usage. Et ça, c'est des valeurs qui ont toujours été très tôt ancrées dans la démarche conception de produit ou de recherche. Et ça se ressent parce que on développe des choses qui résonnent pour l'utilisateur et l'opérateur ou l'apprenant. Alors que si on met de la techno au service de l'usage d'une façon, si c'est que des technos qui répondent, ça marche pas, quoi. En tout cas, ça ne marche pas dans notre démarche. On n'est pas dans nos valeurs. Donc c'est avant tout l'observation. Et c'est vrai que tout ce qu'on développe aujourd'hui, c'est autour de gens qui font des sciences cognitives, du design, et après on développe. Tout type de produits, liés toujours à l'interaction dans des environnements immersifs. Et là, on a une équipe pluridisciplinaire, ce qui fait aussi la différence un peu par rapport à d'autres acteurs sur le marché, parce qu'on va avoir des gens de l'optique, mécanique, électronique, développement logiciel, et ce qui permet d'avoir un regard beaucoup plus agile et que la réponse, elle n'est pas que dans du code ou que elle est essayer de réfléchir ensemble. On parle plus d'intelligence collective et d'agilité un peu. Ça, tu l'as mis en place rapidement ou c'est en testant que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait mieux comme ça? Alors, c'est Jean-Baptiste qui l'a initié. Après, c'est vrai que ça m'a vite résonné parce que je pense que ça reflétait aussi mes valeurs et les valeurs de pas mal de gens ici. Mais on a vite vu le bénéfice de ça. On voit vite le bénéfice. On a plusieurs activités dans l'entreprise. Donc, si je fais la cartographie, la fiche d'identité aujourd'hui, on a toujours une activité de négoce, achat-revente. Et là, on vient encore de signer un accord avec HP sur les tout nouveaux casques qui vont embarquer des capteurs BCI, Brain Computer Interface, pour aller mesurer vos signaux électriques, pour faire du comportemental, détecter les émotions. Donc, on est toujours ces activités de négoce et puis en avance de phase. On est assez bien identifié au niveau européen, avec même une plateforme de vente pour ça. L'activité de projet sur mesure, où là on va répondre à une problématique de nos gros industriels, les Renault, les Peugeot, les Alstom, qui sont un peu plus en veille en ce moment, mais où on va répondre avec des solutions qui vont être des grands écrans immersifs, des systèmes où on va être plusieurs à s'immerger dans une image par sa taille. C'est des grands écrans, imaginez une salle de cinéma ou des boîtes en verre où on rentre dedans, donc c'est des dispositifs qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de haut. Et donc relativement coûteux avec des process assez longs, mais qui vont permettre de tester, de prototyper des voitures, des fusées, des missiles, essayer de concevoir mieux, plus vite, être agile et de faire moins d'erreurs.
Et puis il y a un côté vertueux de ces technologies aussi, c'est que on le voit encore plus avec aujourd'hui, puisqu'on va jusqu'à l'usine 4.0 et l'usine du futur, enfin peu importe le terme, on ramène du digital sur la chaîne de montage, sur les process de contrôle et autres. Et on s'aperçoit que cette technologie, si on a une approche très orientée vers les sciences cognitives, comme on le fait, on apporte de la valeur un peu plus émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas que du ROI, ce que tout le monde veut avoir, c'est super, évidemment, faut pas perdre d'argent. Mais il y a des choses qu'on mesure moins bien, c'est quand l'opérateur, mais il est plus content, il y a un peu le smile quand il va faire son boulot. Et je prends souvent l'exemple de chez Renault Trucks, où on a mis en place un usage de contrôle qualité où l'opérateur était face à son moteur et il devait contrôler N points physiquement, marqués sur une fiche, avec une charge cognitive forte. Et là, avec des technologies holographiques qui se nous ont permis de, en discutant avec lui, en l'observant, en comprenant ses peines, ses charges, parce qu'il est comme tout homme. C'est-à-dire qu'il a des faiblesses, il peut être fatigué, il peut être triste, il peut être malade, il y a plein de choses qui font que, et à un moment donné, son contrôle peut être de moins bonne qualité et enchaîner sur la chaîne de valeur de l'entreprise des défauts. Et ben là, grâce au techno, il est revalorisé. Et quand il rentre chez lui, je suis persuadé qu'il dit qu'il est plus un contrôleur augmenté, mais sans dévalorisation, mais qu'il a revalorisé même vis-à-vis de sa famille, de ses amis et autres, son job. Et je pense que ça apporte un bien-être. Et c'est sous cet axe-là qu'on continue de développer. Okay. Donc l'activité, je disais, projet sur mesure, et puis l'activité recherche, développement, innovation, soutenue par des fonds européens, des fonds régionaux. C'est une façon aussi de saluer le dynamisme de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a toujours quand même été en avance de phase sur l'innovation, avec une vraie vision industrielle. Et je pense qu'on a un très beau territoire de tout point de vue, franchement, c'est pas que l'attractivité, mais il y a eu un travail de fait depuis quelques années, depuis 25 ans que je suis là. Moi, j'ai vu l'évolution qui est vraiment très intéressant pour l'entreprise parce que il y a un écosystème de valeurs et il y a des acteurs qui font sens ensemble. Et je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais j'arrive à comprendre en tout cas, mais si qu'il y a une cohésion sur le territoire. Il y a une cohésion, il y a une dynamique qui fait que on peut trouver des compétences localement et faire ensemble, avoir des réponses communes et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Sur des projets d'envergure. Ouais, sur des projets d'envergure. Donc cette activité innovation qui a vocation, alors qui se mesure avec des indicateurs de performance comme des brevets, on a un portefeuille de 20 brevets, ce qui est relativement aussi important pour une PME de 45 personnes. Ouais. Mais c'est clé pour nous, parce qu'on compte, on aime bien notre ADN innovation. Et puis on a des résultats en termes de produits propres. Donc on a une table tactile, et j'aime l'appeler aussi tactique, parce qu'elle répond à des problématiques de gestion de crise et de prise de décision. Donc ça peut être dans une gestion de crise, mais ça peut être aussi dans un comité de direction ou autre, ou des salles collaboratives. Et puis on a d'autres dispositifs de VR Unit qui sont des dispositifs immersifs avec des casques, un peu tout packagé. On a plusieurs produits. Il y a un logiciel qui fait de plus en plus de bruit qui s'appelle Sharing avec 3i à chaque fois. Et tous ces produits ont 3i. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? J'attendais que tu me poses la question. Ça allait venir au bout d'un moment, les 3i, qu'est-ce que... Ouais, c'est assez simple en fait. C'est le clin d'œil aux deux écrivains que je reprends au début de cette interview, qui ont défini la réalité virtuelle autour de 3 fondements, 3i, immersion, imagination, interaction, et qui sont les fondements de la technologie de la réalité virtuelle. Et donc c'est un clin d'œil que je leur envoie en développant. Donc ça fatigue un peu le marketing parce que ça force à trouver des mots qui sont pas forcément toujours bien sensés. C'est ça. Donc c'est là où est-ce qu'il y a du sens? Non, mais comme ça, voilà, on continue dans ce schéma-là. Donc sharing avec 3i. Ok. Et pourquoi immersion? Parce que c'était le premier des 3i. Ouais, puis je trouvais ça plus sympa. Interaction, Et puis c'était un vrai challenge. Alors, évidemment, ça je me rappelle très bien du démarrage de l'entreprise quand je disais immersion. Ah ouais, ça va couler, tous ces trucs. C'est assez rigolo. Mais non, j'aime le nom immersion. Voilà, tout simplement. Donc dans les 3, j'ai pris celui-ci. Ouais. Voilà. Okay. Et moi, je me demande, tous les produits qui sortent d'ici, toi ou en tout cas les équipes les testent forcément. Par exemple, tu parlais des Renault Trucks tout à l'heure. Est-ce que vous testez pour savoir si c'est vraiment pratique, utile et aussi facile d'utilisation? Parce que le but, c'est, j'imagine, de quand même faciliter la vie des gens. Est-ce que vous les testez à chaque fois?
Et est-ce que vous les testez avec les autres personnes? Parce que même, je pense, toute la partie militaire, j'imagine qu'il y a une partie secret défense aussi sur laquelle vous pouvez pas forcément tester vos produits. Voilà, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors dans le process, ouais, je dirais que sur nos produits propres, ils sont souvent le résultat de projets de recherche. Un projet de recherche, c'est un projet collaboratif avec plusieurs partenaires et souvent des utilisateurs. Et on a des phases, a priori, sur l'ensemble des produits que nous avons développés. On a des phases itératives qui nous permettent de tester le produit avec des opérateurs, des utilisateurs et de l'observation. Donc, on revient aux sciences cognitives, on revient à cet aspect design. Des tests utilisateurs sont faits à chaque fois. Ouais. Et là, on lance une nouvelle version de notre logiciel sharing. C'est pareil, il y a des tests utilisateurs qui sont faits en interne ou avec des partenaires, ça va dépendre. Mais en ce qui concerne sharing, là, pour l'instant, c'est en interne. Donc, on fait à chaque fois des tests utilisateurs. Ok, ouais. Ça marche. Et j'avais une question tout à l'heure, c'est parce que tu parlais de justement le fait à la fois de s'adapter et d'avoir toujours plein d'idées. Faut que ça suive derrière. Est-ce que en 25 ans, moi j'imagine que ça s'est accéléré sur les dernières années. On voit. Après, c'est parce que je suis côté public. Je suis côté en B2C en quelque sorte. Est-ce que ça s'est vraiment accéléré ces dernières années, ou c'est juste que nous on le voit en tant qu'utilisateur? Ou ça a toujours été, il faut aller choper le truc d'après, et ça peut changer du jour au lendemain. J'exagère, mais... En fait, ce qui s'est accéléré depuis... le déclic, il est assez simple. Hein. C'est Mark Zuckerberg qui met 2 milliards dans une société qui s'appelle Oculus, et qui, de par cet investissement lourd, banalise, puisqu'il rend accessible le casque, et banalise le casque. Alors, c'est une vraie opportunité pour le marché, le grand public, parce que ça a permis de rendre accessibles des casques et des technologies relativement innovantes et bluffantes. Ça reste toujours... le concept, il est fou quand même. En 94, quand je me dis je vais mettre un casque et je vais m'immerger dans quelque chose qui n'existe pas, en gros dans mon disque dur, quoi. C'était bluffant, donc je comprends. Tu te souviens de ta première immersion que t'as fait quoi? Ah ben c'était pourri parce que c'était aux États-Unis, c'était avec 3 polygones devant moi avec une grosse station graphique silicone, mais t'as quand même l'impression d'avoir mis le premier pas sur la lune, je sais pas, c'est bizarre quand même, c'est bizarre, le truc hyper lourd, mal équilibré, un casque, mais non, c'est forcément et puis il y avait tout qu'elle avec, c'était la Silicon Valley, la première fois que j'allais aux États-Unis, enfin voilà, donc il y a beaucoup. C'est tout le package. Ouais, c'était assez sympa, bien évidemment. Mais donc je comprends cette appétence et cette attirance. Mais donc ça fait le buzz, plein de casques partout. Mais le casque, ça a un moyen. Ouais. S'il n'y a pas d'usage, ça sert pas à grand chose. Et les freins du casque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a bien vu que les casques c'est fantastique. On en vend depuis 26 ans. Mais très tôt, en fait, les industriels se sont aperçus que ça rend la collaboration très difficile. Quand on est sur une problématique de fabriquer une voiture, un avion, peu importe le produit, des produits qui sont de plus en plus complexes, qu'il faut fabriquer de plus en plus vite, il faut parler avec des équipes pluridisciplinaires, il faut être plusieurs à des étapes clés du process. Et mettre des casques tous ensemble autour d'une table ou en regardant un truc, ça marche pas. L'homme, il n'est pas fait pour ça. On perd son référentiel, on voit plus son corps, il y a plein de choses. On voit plus les émotions du collègue, le verbal, le non-verbal, tout ça, c'est compliqué à percevoir. Donc très tôt, les industriels, on leur a plutôt développé, comme je disais tout à l'heure, des grands écrans où on projette les images en 3D, on manipule, on change, et on discute. Ouais. Et donc on regarde l'un et l'autre. Et après, les tendances étaient de dire, ouais, mais j'aimerais bien connecter aussi un homologue qui est à distance. Donc toutes ces problématiques qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on les a vécues il y a déjà 15 ans. Donc le casque, quand il apparaît massivement, il fait le buzz. Nous, il nous a fait du mal. Ça a été le premier chaos de l'entreprise. Ah ouais. 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 J'aime pas trop Zuckerberg, du coup. Je vais pas être crédible dans ce podcast. Mais non, dans le sens où on était sur une courbe croissante, tout allait bien, et puis on avait un forecast important, et l'arrivée des casques, en fait, pour tous les nouveaux entrants sur ce marché, ils ont dit, mais attends, Christophe, la réalité virtuelle, c'est des casques, et ça vaut 1 000 €. C'est pas une salle à 100 000 ou 300 ou 500 000. Donc le chiffre d'affaires est passé de plus de 9 millions à 5 millions. On a perdu beaucoup d'argent. On venait juste de rentrer en bourse. Ça a été un chaos technique. J'avais jamais perdu d'argent de ma vie après la première année. Donc c'était quand même très compliqué à vivre. Et c'est là où on voit si on a une équipe qui est une équipe de technophiles ou une équipe qui va
partagent les valeurs et qui savent pourquoi ils font les choses et comment on se remonte les manches ou pas. Et c'est vrai que faut éviter d'en vivre trop souvent des chaos comme ça, économiquement parlant, mais humainement ça a été, moi ça a été très dur. Les nuits ont été courtes. Mais est-ce que tu t'es dit que t'allais arrêter? Pardon? Tu t'es dit que t'allais arrêter, tu pouvais arrêter? Ouais, j'ai eu peur, peur, les craintes, oui, forcément. Arrêter, je sais pas si j'ai réellement eu peur d'arrêter, mais peur d'être face à une situation que je maîtrise pas et qu'on n'avait pas vu venir à ce point-là, c'était compliqué quand même. Et là, on s'est recentré sur nos valeurs. C'est là où on a été accompagné par BPI aussi, et avec un recentrage, une observation de 360 degrés, avec un audit interne et un audit des collaborateurs clés dans l'entreprise pour savoir vraiment ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait devenir ou ce qu'on voulait pas être. Et c'est là où on a recentré vraiment une ADN, petite équipe, agile, on innove, on essaye de trouver de bonnes réponses pour les bonnes problématiques autour de ces technologies-là, avec une vraie expertise qu'on a depuis 26 ans. Et voilà, et on a remonté la pente. Maintenant, il y a le Covid. Bon, c'est notre façon de vivre une crise différente, mais qui devient une opportunité, je pense, pour nous. Je le vois vraiment comme une vraie opportunité. On pourra en parler autour justement des solutions de travail collaboratif, distanciel avec Sharing, et Sharing for You. Mais cette situation il a fallu l'absorber. Il faut que les gens aussi ont pris les casques, ils les ont utilisés, puis très rapidement ils se sont aperçus, super. Alors il y a des jeux, c'est sympa. Et mettre la tête de son gamin dans un casque pendant 2 heures, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire aujourd'hui. Et que s'il n'y a pas la data, s'il n'y a pas un métier ou un process à valider dans un casque, ça sert pas à grand chose un casque. Donc on s'est recentré, c'est pour ça que l'activité est repartie. Tout ça pour dire que le buzz qu'on a vu, c'est pas un vrai buzz, c'est un buzz commercial des casques partout. C'est un peu comme le Google Glasses qui est arrivé, et en fait sans aucun usage, ça sert strictement à rien. Orange, France Télécom à l'époque, l'avait déjà fait il y a 15 ans, même plus que ça, 20 ans peut-être maintenant. Donc il faut de l'usage. Voilà. Je pense qu'on était dans l'ère technologique, on est passé dans l'ère de l'usage, et là on est dans l'ère du sens maintenant. C'est qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Surtout avec la génération que tu portes avec ton âge, les Y ou les Z qui arrivent, vous avez besoin de donner du sens encore plus que nous-mêmes. Donc c'est pour ça que c'est passionnant et que les valeurs centrées qu'on essaye de développer au sein de l'immersion, je pense, sont un bon verrou, parce que pour lever le verrou, c'est faire attention à l'homme, comment il travaille, comment on peut l'accompagner au mieux. Ok. Et ça, ces valeurs-là, toi, tu les as parce que comment ça se fait que ton équipe a été aussi soudée à ce moment-là? Est-ce que ça, t'arrives à l'expliquer? Tu parles de valeurs, bien sûr, mais c'est parce que donc dans ce cas-là, toi, ta vision et tes valeurs étaient claires auprès de l'équipe et qu'en fait, tout le monde suit un projet et cette même vision pour le coup. Est-ce que c'est ça la clé d'un chef d'entreprise en quelque sorte? Je pense on est tous atypiques en tant que chef d'entreprise, j'imagine. On est tous avec des spécificités, des valeurs différentes, du management différent. Moi, j'aime beaucoup que les gens trouvent une certaine autonomie. Je pense pas avoir des grands talents de manager, mais essayer plutôt d'être un gentil organisateur. Voilà, essayer de dynamiser, de donner un peu de temps en temps d'impulsion. Mais ils sont tous brillants. Et en fait, tous les gens de l'entreprise ont tous des compétences extraordinaires, mais je m'en fous de leurs compétences. S'ils partagent pas, pourquoi on fait les choses? Et je prends souvent l'exemple qui est dans le bouquin de Simon Sinek que j'aime bien citer, mais c'est vrai que si demain je dois passer une annonce pour aller recruter, ça va bien en ce moment avec le Vendée Globe, mais un skipper pour m'aider à traverser l'Atlantique, il y a 2 façons de passer une annonce. C'est soit je dis cherche skipper chevronné avec les diplômes qui vont bien, et je sais que je vais avoir une typologie de personne qui va résonner avec ça, avec un beau CV. Soit je vais mettre cherche fou furieux, on sait pas si on va arriver, et on n'aura pas la même personne. Et je préfère ce deuxième catégorie de personnes. Parce que peu importe le chemin, il faut qu'on y aille. Voilà. Il faut qu'on le fasse ensemble. Et je dis pas que c'est mieux que les autres entreprises qui partagent le premier CV. Mais c'est un peu mon ADN. Voilà. Okay. Et donc, ça veut dire que les gens, c'est pas facile au quotidien de Monsieur Porté, je pense. Mais les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils partagent un peu ce truc-là, je pense. Ils savent pourquoi ils sont là et dans quel bateau ils sont, quoi. Et c'est un peu tous leur bateau. Ouais. Au-delà pour certains qui sont actionnaires, mais je pense que voilà, ils peuvent être acteurs de leur changement et de l'évolution, parce que les produits
et même si je suis responsable de l'entreprise juridiquement, souvent les décisions, elles ont été actées par les responsables d'équipe ou par les personnes. Donc, je suis pas forcément l'acteur de tout, bien au contraire. Oui. Mais c'est ça ce qui fait que quand l'entreprise va mal, on voit effectivement le management quand même tu parlais, c'était il y a 4 ans, c'est ça, parce que tu parlais de l'entrée en bourse. C'est 2016. 2016. Ouais. Hein. Et au moment où il y a une tempête, le chaos technique, ouais. Le chaos technique, ouais. C'était chaud. Et pourquoi être rentré en bourse? Alors en bourse sur le marché secondaire. Ouais, sur le marché secondaire. Ouais. Précisons. Pourquoi pas rentrer en bourse? Bon, non, après c'est une façon assez simple. Hein. Je pense qu'il y a toujours un truc, un côté plus séduction, d'aller sonner la cloche avec l'équipe dirigeante pour une introduction. Voilà, c'est le côté rigolo. Mais au-delà de ça, c'était une façon aussi de valoriser un petit peu mieux l'entreprise pour pas être dilué dans ce premier tour de table, et ce qui a été le cas. Voilà. On n'a pas levé ce qu'on voulait, on a levé un peu moins. Le début d'année 2016 était compliqué, on a closé à 2,5 millions, mais donc c'était le minimum pour être introduit en bourse. Mais on n'a pas lâché grand-chose du capital, chez 18%. Effectivement. Ouais. Donc c'était surtout cet enjeu-là, c'était éviter la dissolution, et avec des financements traditionnels, c'était un peu plus compliqué. Mais l'objectif, au-delà de sonner une cloche, c'était de quoi? D'accélérer sur certains projets? C'était d'accélérer, bien sûr. Ouais. C'était d'accélérer et de mettre en place l'équipe logicielle. Ouais. Parce qu'en fait, Sharing, donc le logiciel aujourd'hui sur lequel on mise beaucoup d'espoir. Qui date de 2016 aussi, justement. Hein. Alors, il date d'avant, bien avant. Okay. Quand je repars à ma gestion de crise, on développe une première table tactile en 2005, donc on était assez en avance de phase avant Microsoft. Avec des algos, on développe tout ça et on commence à développer des métaphores d'interaction un peu originales. Et puis on fait évoluer parce qu'on a eu 3-4 projets de recherche autour de la gestion de crise. Et on a fait à chaque fois évoluer ce logiciel. Et puis à un moment donné, on s'est aperçu que ce logiciel, il répondait il faisait écho à des gens de l'industrie, parce que on a tous vécu l'ubérisation, l'accélération, cette compétitivité, et qu'il fallait prendre des décisions de plus en plus vite et des décisions de plus en plus complexes. Et donc le logiciel qui était un peu, je dirais là, dédié pour les militaires, les pompiers et autres, commençait à résonner auprès des industriels. Mais c'était un proto évolué. Donc on s'est dit on va essayer de bien faire les choses, on va industrialiser le logiciel. Donc on n'avait jamais fait de soft chez nous. Et on a été chercher un patron du soft, et pour ça, pour créer l'équipe, il fallait de l'argent. Ouais. C'est pour ça qu'on est entré en bourse, tout simplement. Pour une levée de fonds, pour monter l'équipe logicielle. Alors, malgré la situation qui était compliquée avec, comme je disais tout à l'heure, les arrivées du casque massif, la chute on a quand même fait ça. Et les équipes ont été elles ont été assez exceptionnelles, parce que on n'était pas dans le nombre de personnes prévues. On a réduit la voilure en termes de recrutement. Mais ils ont fait le job, ils ont réindustrialisé, ils ont tout redéveloppé Sharing, qui était un proto, en un vrai produit, en mettant l'accent vraiment sur le collaboratif distant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un pari qui est peut-être pas mauvais. Alors on n'a pas une approche de Teams, on n'est pas du Skype, on est vraiment centré sur l'agilité, la capacité à partager tout avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Dans le sens où on est agnostique, on est capable de partager n'importe quel type de logiciel, métier. C'était les contraintes fortes au départ avec les militaires. Ils devaient avoir un outil sécurisé où ils pouvaient mettre sur cette table tactile n'importe quel type de données stratégiques, confidentielles. Donc on avait développé des choses qui étaient assez uniques, qui permettent de partager des pixels ou autres. Maintenant c'est plus répandu, on va dire. Mais ça permet à Sharing de pouvoir partager en temps réel des modèles 3D avec des gens qui sont un peu loin, et de les accompagner dans une décision collective, et avec une interface très centrée sur les sciences cognitives. On en revient là-dessus. Ce qui fait qu'on est vraiment tout de suite international et intergénérationnel. Le pari du tactile aussi est intergénérationnel. On le voit bien, on se développe beaucoup dans les entreprises, mais surtout dans les centres de formation, où il y a des jeunes et des moins jeunes, les apprenants et les formateurs. Et on voit que c'est un média qui leur permet, le tactile et ce logiciel permet de les faire converger plus facilement sur leur métier, sur la tâche à réaliser ou l'échange à faire. Et là, je trouve que c'est super, parce que c'est un très beau produit. Parce qu'il y a plein de valeurs derrière, et voilà. Donc c'est tous les enjeux aujourd'hui, c'est de pousser ce soft. Bon, tu reviens toujours aux valeurs.
Pardon? Tu reviens toujours aux valeurs. Oui. D'où leur importance. Ouais, c'est bien, c'est important. Mais d'ailleurs, c'est la plaquette, c'est remettre l'homme au cœur des décisions. C'est vraiment de favoriser, gommer et que la technologie soit vraiment disparaisse. On s'en fout de la techno, j'aime à le dire. Mais c'est vrai, la techno, si elle disparaît, c'est qu'elle a été bien pensée, quoi. Ok. Dans tous les projets que t'as fait, qu'Immersion a fait, c'est lequel que tu préfères ou t'en es le plus fier, j'ai envie de dire? Parce qu'il y en a quelques-uns. Ouais, le projet que je préfère, même si c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre et de nuit blanche, c'est la constitution d'une équipe et les hommes qui m'entourent aujourd'hui au bout de 26 ans. Ouais. Et ça n'a pas été le plus simple. Il y a des hauts débats, il y a des gens avec qui on s'entend plus, qui partent, c'est bien sûr, ou d'autres on s'entend super bien, mais ils partent sur une nouvelle aventure. Et c'est à la fois, moi j'en suis fier. Parce que j'espère qu'on leur a apporté quelque chose qui leur permet justement de rebondir. Donc c'est plutôt ça le beau projet, c'est l'équipe. Cool. Sharing for You, si je ne m'abuse, l'idée te vient pendant le premier confinement parce que tu te dis merde, il y a pas de solutions françaises qui sont proposées là. C'est à ce moment-là qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Si j'écoute la DIRCOM, oui, c'est pas à notre petit niveau, une fois de plus, je remets vraiment en perspective. On est rien. On essaye gentiment de contribuer. Mais c'est vrai que j'étais, comme beaucoup, on a souffert du confinement. On a vu nos enfants utiliser Zoom, souffrir avec Zoom. J'ai vu ma fille faire 8 heures de Teams par jour à distance, de l'appartement avec sa boîte. Que je ne mets pas. Et je me suis dit quand même, tout le monde, et voir des grands groupes nationaux français faire de la pub pour ces boîtes américaines et autres, je dis non, c'est pas possible. La souveraineté, et c'est vrai que Cédric O, quand il a pris, le secrétaire d'État, prend la parole au Sénat, je me rappelle plus de la date exacte, je crois que c'est en avril, et parle de souveraineté, disons ça m'a donné peut-être l'envie d'aller un peu plus vite sur des développements web. Et donc, on a sollicité l'équipe qui travaille déjà sur une version web qu'on prévoit de sortir à cette fin d'année, qui est vraiment le complément de sharing qu'on connaît, qui permet vraiment d'avoir des lieux physiques, des coworking, des salles d'innovation, des murs d'accueil un peu uniques, et de collaborer entre différents sites physiques. Là, la vision, de toute façon, c'était de développer une version full web pour venir connecter l'humain, on va dire, à ces lieux physiques. Donc on avait la roadmap qui était écrite, mais j'ai un peu bloqué les équipes en disant, j'ai fait appel à Grégoire, qui est le patron de l'équipe logicielle, et je lui dis ça serait peut-être bien qu'on trouve quelque chose à développer là pour juin. Donc forcément la sueur est montée un peu, on a fait des compromis, mais j'ai dit développer quelque chose qui apporte de la valeur, pas uniquement pour faire le buzz et dire Immersion se sert du Covid et cette situation de crise pour faire de la pub, parce que on cherche bien sûr toujours de la visibilité, mais c'était vraiment pas l'enjeu initial, et l'enjeu c'était de délivrer un outil qui apportait de la valeur et qui était gratuit et avec qui passait uniquement à travers des serveurs en France. Donc on s'est rapproché d'OVH et ça a été un vrai challenge pour les équipes qui ont transpiré à distance parce qu'on était tous loin les uns des autres, mais avec ce projet qui nous réunissait. Et ils ont sorti un super produit il suffit de taper sharing.com ou sharingforyou.com. Vous pouvez d'ores et déjà et depuis juin utiliser cet outil pour partager des documents, faire de la notation à distance, s'assurer. On est toujours sur cette idée et c'est là le positionnement qui est unique, c'est de la Common Operation Picture, ce que les militaires appellent la COP, cette image commune qui va permettre aux gens d'avoir une image unique et identique à chacun pour mieux se comprendre. Et ça a toujours été l'approche de notre logiciel Sharing. Et Sharing for You utilise et explore ces mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on va partager de la data, on va pouvoir annoter à distance, s'assurer qu'on se comprenne. Et s'assurer que la décision qui va être prise sera la bonne. Donc, on a lancé ce logiciel et il est gratuit et il restera gratuit. On va forcément apporter, avec la version qui arrive en décembre, des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Oui, après une version premium, j'imagine qu'il faut le financer aussi au bout d'un Exactement. moment. Oui. Ça peut être utile. Ça peut être bien d'essayer de gagner de l'argent. Mais
avec une vraie valeur quand même. Sharing for You, aujourd'hui, vous êtes capable de faire de la remote access, donc d'expertise à distance. C'est gratuit. Vous allez pouvoir partager un référentiel commun avec un opérateur qui est sur je citerai pas le nom du client, mais on a un client. Alors, est-ce qu'on doit dire que c'est un client vu que c'est gratuit? Mais en tout cas, qui a déployé très vite un utilisateur local qui est dans le bâtiment, qui a déployé très rapidement, qui a vu tout de suite l'intérêt de Sharing for You avec ses équipes qui sont sur les chantiers, pour éviter de se déplacer, de pouvoir être à disposition des équipes. Et quand ils ont une problématique à lever, ils l'appellent, ils partagent la vidéo de leur caméra, ils peuvent faire des annotations à distance et s'assurer que l'expert qui est à distance puisse les accompagner dans la bonne décision. Et ça marche, Ils travaillent mieux, ils sont en lien avec les autres, donc il y a une vraie valeur. Ouais. Donc c'est pas un produit juste pour faire de base, il y a une vraie valeur. Alors après, le produit qui arrive en fin d'année, qui sera Sharing for Business, il va apporter forcément la capacité de partager plus de documents. Et puis, ce qui fait notre côté unique, et tout le monde parle de réalité virtuelle, mais ça fait 26 ans quand même qu'on intervient dans le domaine, donc on pense avoir une certaine expertise. On mettra vraiment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ces technologies XR, on va dire, qui est un mot plus à la mode, qui regroupe toutes ces technologies au cœur de la décision. Donc ça va faire vraiment une nouveauté aussi qui va être assez intéressante à découvrir en fin d'année. Carrément. J'ai déjà utilisé Sharing for You. J'ai cru comprendre. Avec Laetitia, pour le coup, qui m'a fait une démo, mais je l'ai utilisé après aussi. Et effectivement, c'est très intuitif, facile d'utilisation, et pour le coup, il y a rien à installer. Ouais. Enfin, vraiment, ce côté-là, ce côté Zoom. Moi, je fais ça en famille aussi. Pour le coup, pendant le confinement, on reprend, ma famille est pas dans la région. Et le fait de pouvoir juste envoyer un lien, y a rien à installer. Donc, c'est là aussi, on parlait tout à l'heure de différence d'âge aussi d'utilisation. Bah là, c'est facile pour tout le monde. Alors, pour le coup, je fais ta pub. Merci. C'est parti. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça fait plaisir. Parce que c'était l'enjeu du travail des équipes. Ouais. Et c'est pas forcément toujours simple parce que quand on développe des choses comme ça, des fois, on est tellement habitué à l'utiliser que on oublie vite l'utilisateur final et Non, très facile il faut d'utilisation. savoir s'adresser à des gens. Pour le coup, ça me fait penser. Alors, il y a eu un article des Échos-Girondins qui est sorti sur toi il y a pas longtemps où tu fais la première de couve. Bravo. C'est une surprise, on savait pas. Hein. Ah ouais? Non. Ok. Bah, génial, bonne surprise. C'est très. Et puis l'article est très sympa et on est très content. Ouais, ok. Très content. Top. Et le titre de l'article, c'est toujours plus loin. Ça fait de belles questions. C'est le moment de conclure. Ah non. Ah non, on a encore le temps. Enfin, sauf si tu veux conclure, mais. Non, mais en fait, dans le toujours plus loin, c'est-à-dire, j'ai aussi envie de te poser la question, est-ce que jusqu'où déjà aller, et en fait aussi quand t'imagines quelque chose, enfin ouais, non, j'ai plein de questions en même temps en fait, parce que quand t'imagines un produit, tu te dis tiens, faudrait qu'on réussisse à faire ça. Est-ce que tu te donnes des limites en fait? Ah non, on s'en est jamais donné. Hein. Non, aujourd'hui, le toujours plus loin, c'est toujours dire oui, parce on veut pas ni que la techno soit un frein à un usage. On veut. Là, on est sur un très beau projet. J'aimerais pouvoir citer le nom. C'est une superbe histoire. Et je crois que ça montre bien. Et je vais essayer de la raconter sans citer le nom. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, mon grand-père avait une entreprise et il l'a vendue à une entreprise plus grosse avant que je naisse, en 65. Et cette entreprise aujourd'hui a fait travailler ma mère, mon père, ma grand-mère, mon grand-père était décédé, voilà. Après ils ont travaillé quelques années pour cette entreprise qui est devenue un grand groupe national. Et nos chemins se sont recroisés il y a très peu de temps, il y a quelques mois. J'ai recroisé par hasard le dirigeant de cette entreprise aujourd'hui, qui est le fils du créateur, qui est décédé. Et en se racontant ces histoires, je voyais qu'il partageait les mêmes valeurs que nous. Et le toujours plus loin, c'est ça. En fait, c'est de trouver des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que nous et qui avec qui on va avoir envie ensemble de faire des choses et de lever des verrous, bien évidemment, de faire des choses innovantes, d'accompagner et de donner envie aux équipes d'adhérer au projet commun. Et c'est vraiment ça l'enjeu de demain. Donc le plus loin, c'est ensemble et trouver les bons clients qui partagent ces valeurs-là, parce que c'est tellement pas plus simple, hein, parce que la barre est encore plus haute, parce qu'on n'a pas le droit de pas les satisfaire et de les trahir quelque part.
Et en fait, j'ai envie de aujourd'hui, c'est encore plus voir le client comme vraiment un co-concepteur de la solution et de faire ensemble. Et tous les clients sont pas prêts et c'est pas choquant. Ils sont pas prêts pourquoi? Parce qu'ils ont pas l'habitude ou parce que... Ouais, ils ont pas l'habitude et puis il faut avoir envie de bosser avec un fou furieux aussi comme nous. Enfin, c'est des méthodos. Ouais, moi je travaille beaucoup sur l'émotion. J'essaie d'essayer de partager. Et on est prête à tout donner quand on a le partenaire qui entend et qui partage ça. Et ça devient fantastique. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui de l'entreprise et de demain. Donc, je vous ai pas parlé de chiffre d'affaires, je vous ai pas parlé de rentabilité. Je vous parle de ça parce que c'est ce qui nous fait, c'est notre moteur. Voilà. Donc, le plus loin, c'est ça. Je parle rarement de chiffres sur ce podcast. Pour ceux qui m'écoutent habituellement, j'avoue que je m'en fous un peu, moi. Ça peut intéresser des personnes et c'est intéressant quand même de savoir la santé économique d'une entreprise. Il faut essayer de faire au mieux. Forcément, on est tous essayés de faire au mieux. Mais, ça devient de moins en moins un objectif, c'est un résultat d'une bonne collaboration et de trouver les bons clients, quoi. Ouais. Et on est tous ensemble sur le même. Ouais. Je me demande parce qu'on fait que de parler de valeurs, est-ce qu'on les a vraiment énumérées, ces fameuses valeurs? Je pense qu'on les a frôlées au fur et à mesure. Ouais, mais c'est les valeurs, je sais pas, ça vaut tout le respect de l'autre, et puis le valeur. Ce que j'ai appris peut-être aussi, c'est un peu plus l'écoute des autres. Et puis où j'ai grandi aussi, je pense, c'est de savoir que j'ai pas la réponse toujours, loin de là. Même si j'ai des intuitions, c'est pas la réponse. Et que l'équipe et chaque valeur et chaque expérience des uns et des autres, c'est là la réponse. Donc je me colle plus avec l'intelligence collective, c'est vraiment cette façon d'écouter et d'observer et de voir que un peu plus de retrait, mise en retrait, en ce qui me concerne, et de regarder un peu plus ce qui se passe. Non, c'est le faire ensemble, c'est le respect, ça va peut-être pas beaucoup plus loin, hein. C'est déjà mais c'est bien. C'est bien d'avoir ça. Ouais, c'est pas oublié. Et je l'avais traduit dans une vidéo, même si c'est pas moi qui ai tourné le film, j'étais vraiment à l'initiative de cette démarche pour montrer aussi à l'époque du chaos, là, envers 2016, j'ai voulu, à un moment donné, essayer de redonner un peu de sens aux équipes et de montrer un peu vers où on voulait aller et de pas oublier l'enfant qui est en nous. Donc, on a fait une vidéo qui s'appelle The Wonder, l'émerveillement. Et c'est ça. Les valeurs, c'est continuons à s'émerveiller, de rien, de trucs complexes ou pas, mais, ou de l'autre. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Réparateur d'animaux, je crois. Ouais. Okay. Ça n'a pas bien fonctionné, a priori. Donc, j'avais pas forcément d'idée. Ok. Mais très tôt, j'ai voulu être à mon compte, quand même. Ouais. Ouais, un peu par l'ADN, peut-être, je sais pas. Bah, parce que, ouais. Ce que je disais. Après, effectivement, en voyant des personnes, souvent, c'est par rapport à ceux qui nous entourent aussi, j'imagine que bien ça sûr. joue. Ouais. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Parce que ça peut être des personnes qui sont très libres et on a envie d'être comme eux, ou des personnes qui sont très enfermées, on n'a pas du tout envie d'être comme eux, ce qui nous donne envie d'être libre. Je rentre dans des... Ouais. Ce n'est que mon avis, hein, mais... Et il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun fait comme il peut, et chacun essaye d'être... Voilà. Exactement. Il y a une phrase de Mark Twain aussi, je crois que t'aimes bien. Je même peut-être pas besoin de la citer, parce que tu dois la connaître par cœur, si? Non, mais tu peux la citer, voir si tu la connais. Bah non, pour le coup. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh ouais, c'est le côté sortir du cadre, quoi. Et c'est pour ça que je mets l'accent un peu sur le côté autodidacte, parce que j'ai pas été, mais une fois de plus, je pense que pour mon histoire, parce que ça marche pas pour tout le monde, et puis ça dépend des ambitions de chacun. Mais je m'interdis rien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on sait que techniquement c'est pas réalisable, si on sait que on va avoir un problème, forcément qu'on a du mal à y aller, quoi. Donc l'imbécile heureux un peu, quoi. Donc comme je sais pas, on essaye. Puis on verra bien. Alors c'est vrai qu'avec des gens qui sont brillants autour de moi, des fois ils me disent bon, il est encore en train de faire un truc de fou. Laissez-le faire, ça va l'amuser un peu. Et puis après il va redevenir sage. Mais ou alors de temps en temps ils deviennent aussi un peu aussi fous que moi et ça fonctionne, quoi. Non, c'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est. Et ce côté, alors aussi transmission un peu. Alors tu le fais en tant que chef d'entreprise. T'as été à la French Tech, si je ne m'abuse. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le territoire m'a beaucoup apporté. Je
Je pense que c'est un territoire, je le dis souvent aux jeunes entrepreneurs ou même aux autres, quand je suis à l'extérieur, j'essaye d'avoir un rôle un peu d'ambassadeur aussi. Je suis fier j'arrive de Niort, nulle part. Et même si maintenant ça fait partie de la Nouvelle-Aquitaine, on est fier. Quand on arrive dans une ville comme Bordeaux, avec une écoute, avec un territoire, que ce soit la métropole, la mairie ou la région Aquitaine, qui a toujours été à l'écoute de ce qu'on faisait et d'essayer de nous ouvrir des portes, de nous accompagner sur l'innovation avec la région, c'était un peu normal de renvoyer un peu l'ascenseur. Donc quand la métropole à l'époque, j'ai perdu d'un coup le nom, l'initiative de French Tech, ça a été porté par, ça va me revenir, qui est venu nous visiter d'ailleurs à l'époque. Et ça me paraissait normal de contribuer déjà au départ à essayer de mettre en place le côté French Tech sur Bordeaux, et puis après d'essayer de mentor, si je pouvais accompagner un peu mieux, donner un peu plus de temps pour éviter des erreurs, gagner un peu de temps sur la compréhension de l'écosystème, du qui fait quoi, des portes d'entrée, faire jouer un peu le carnet d'adresse qui m'a fallu longtemps. C'est toujours ce que j'ai reproché aussi dans le parcours du créateur. Quand on connaît pas bien le tissu économique, qu'on n'a pas il faut un peu de temps. Et c'est long. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. Ça va de plus en plus vite. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc voilà, si je peux contribuer un peu, j'essaye de le faire. J'essaie de le faire et puis c'est une façon aussi de me nourrir des nouvelles initiatives. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Il y a quelques années. L'année dernière pour le coup, parce que moi je suis arrivé. C'était l'année dernière. C'est l'année dernière seulement. Non, t'as raison. Il y a 2 ans. Ouais. Enfin 1 an et demi quoi, plus ou moins. Voilà. Et t'es l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Et donc ça fait partie aussi de notre rôle. Je suis pas le seul à faire ça. Il y a une dynamique autour des entrepreneurs qui fait qu'aujourd'hui ils donnent du temps, ils essayent de. Et puis il y a une belle dynamique autour de French Tech. C'est clair. Il n'y a pas que cette dynamique-là, mais elle est pas mal. Un écosystème global à Bordeaux qui est quand même qui est hyper dynamique. Ouais. Et je trouve soudé. Enfin pour le coup. Enfin, je sais pas, après, ouais, je pense, si, relativement soudé, je pense qu'il n'y a pas de garde de chapelle de trop, entre la région, la métropole, les French Tech et autres, les CCI, tout le monde essaye d'avancer dans le même sens. Carrément. C'est plutôt sympa et beau. Pour le moment, vous êtes quand même expert européen, vous êtes leader dans le domaine ou pas? Ah oui, ça dépend c'est sur quel segment on se positionne. Une entreprise qui aujourd'hui, dans la taille que nous sommes, avec les activités que j'ai citées, où il y a une ADN très très centrée recherche, innovation, on reste unique en Europe. Parce qu'il y a des intégrateurs en Allemagne, dans les autres pays, qui se développent très bien, mais où il y a peu de recherche, où ils sont pas forcément en avance de phase. Ok. Et l'objectif, c'est un peu l'international aussi, si je ne m'abuse. En fait, l'objectif, et c'est un peu le résultat aussi de l'observation avec BPI, de cet accompagnement là qu'on a eu, parce qu'on a fait partie aussi de l'accélérateur BPI. Quand ça? Là, on vient juste de finir. Pendant 2 ans, là, on était dans la deuxième promo. Ouais. Et c'est vrai que l'enjeu, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un souhait de grandir en termes de ressources. On veut rester agile. Et puis continuer à développer nos produits autour de nos valeurs. Par contre, il faut les faire rayonner. On est conscient qu'il faut gagner notre vie. Donc, il faut essayer de pousser un peu nos produits un peu partout. Donc, le pari qu'on fait et les enjeux, c'est d'essayer de le développer à travers des partenaires, des réseaux, des relais. Et donc, on a commencé à mettre en place des réseaux de distributeurs et des intégrateurs qu'on anime. C'est déjà un super challenge. Donc, et on vient de s'implanter à Singapour après 2 ans d'observation un peu sur le territoire singapourien, avec des allers-retours de ma part et de certains collaborateurs, en tissant des partenariats, en tissant des relations assez stratégiques aussi avec l'école Strat de design, avec d'autres acteurs locaux, et puis Airbus qui est présent aussi là-bas. On vient de mettre quelqu'un, Aurélie Duhamel nous a rejoint en juin, et en charge de développer le marché asiatique, la région ASEAN principalement, dans un premier temps, à travers découverte de partenaires et de clients clés là-bas. Okay. Mais de pousser principalement le sharing,
parce que c'est l'outil qui sera le plus simple à communiquer, à véhiculer, et c'est un peu notre cheval de Troie. Si ça fait sens et qu'il y a des besoins autour de la réalité virtuelle, de systèmes complexes, on saura tout à fait comme on le fait déjà. On n'a pas cité, mais c'est vrai qu'il y a 10%, un peu plus de 10% cette année encore du chiffre d'affaires qui est fait à l'export, où on va accompagner nos clients historiques, les Airbus, les Renault, les Alstom, dans le monde entier en fait. On a été en Inde, en Asie, en Malaisie, un peu partout, en Espagne, en Europe et assez loin. Ouais. Mais on le fait toujours en mode commando. On y va, on fait le setup et on revient. On a la chance que le dispositif a une certaine fiabilité, donc on a peu d'interventions à faire en maintenance. Mais là, l'enjeu, c'était un peu plus en amont et acteur de ce développement international. Donc la région ASEAN semble assez intéressante. Ouais. Et ouais, alors j'ai envie de dire pourquoi, même si je suppose un petit peu, pourquoi celle-ci et pas l'Amérique du Nord, quoi. Parce que moi, j'ai fait un petit tour du monde à la période où ça allait pas, là où on allait pour essayer de se ressourcer, voir un petit peu comment ça se passait à l'extérieur. Et c'est vrai alors les États-Unis, pour beaucoup, c'est la quête. Ouais. Moi, j'ai du mal. Il faut partager aussi des valeurs, il faut partager des choses. C'est un peu plus compliqué. Ça coûte cher les États-Unis. C'est un marché qui est potentiellement très intéressant. Ça coûte cher. Puis voilà. Donc en Asie, à Singapour, on a détecté forcément que c'est un hub, et ça fait sens d'avoir des hubs avec des entreprises déjà françaises implantées, parce qu'elles ont besoin de collaborer et de discuter, d'échanger avec leurs équipes françaises ou avec leurs équipes autres. Donc on a vite identifié des hubs, et le premier, l'Asie, pourquoi? C'est interculturel. Il y a un vrai dynamisme. Il y a une vraie volonté. Pourquoi? Alors maintenant, je le sais un peu mieux, et je pense que j'ai ressenti aussi sur Singapour, c'est cette notion de ce pays qui a été, qui est le fruit du design. C'est vraiment le design au service on design les services pour que le citoyen ait le meilleur service possible pour garer sa voiture, pour ceci, pour cela. Bon, c'est un petit peu à l'extrême sur certains sujets, mais la ville, elle est faite pour bien la vivre. On parle de smart city. Et c'est vrai qu'on le ressent. Donc il y a des opportunités les gens sont assez câblés, ça va vite. Et c'est un vrai hub. Donc pour nous, c'était assez facile. En plus des entreprises françaises, avec lesquelles on travaille déjà en France ou en Europe. C'est un cheval de Troie dans le cheval de Troie. Voilà. Donc on trouve que c'était l'endroit le plus, peut-être le plus facile d'accès. Parce qu'on n'aime pas forcément toujours ce qui est compliqué. Donc ça prend du temps. Parce que c'est des us et coutumes différents, et du coup on se nourrit beaucoup de ça. On a des retours, on donne des cours aussi dans l'école de design strat sur Singapour, qui nous sert à la fois de showroom. On donne des cours tous les ans, et c'est vrai qu'on se nourrit beaucoup de ces retours aussi des Singapouriens ou des Malaisiens ou des différentes cultures qui côtoient et qui vivent sur Singapour. C'est vachement intéressant. Cool. Non, c'est bien. Ouais, c'est vraiment très sympa. Et là, on est en train de travailler, on vient de signer. Je sais pas quand on va passer dans le podcast, parce qu'on n'a pas encore communiqué, mais je vais me faire tirer les oreilles par la communication. On vient de signer des premiers partenariats aussi à Montréal, avec des distributeurs. Cool. Des gens super. Des gens qui voient, en fait, qui comprennent bien la valeur de sharing et qui comprennent que ça peut les aider sur le territoire aussi à développer leur business avec un regard un peu différent. Ouais. J'adore parce qu'on est vraiment en plein dans la tech et à chaque fois c'est en fait les gens quoi. Alors c'est peut-être con à dire comme ça, mais je trouve ça peut faire un peu niais, mais c'est pas très grave parce que c'est nos valeurs et puis on essaye de faire puis on va pas être. Voilà. Non bah c'est ça. On peut essayer d'être quelqu'un d'autre, autre chose si ça passe mieux, mais je trouve ça génial pour le coup parce qu'on pourrait se dire c'est de la tech, en fait pas du tout quoi. C'est vraiment l'humain au cœur à chaque fois. Dans tout ce que t'as dit là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train d'échanger. Et voilà. J'aime beaucoup. Avis personnel. Merci. T'imagines comment la salle de réunion de demain? Waouh. C'est comment on travaille demain alors? Bah ouais, un peu, ouais. Enfin, comment on travaille en équipe demain? Parce que tout seul. C'est la roadmap du produit que tu veux? Non, t'imagines ça comment pour le coup? Je trouve ça. J'imagine que les collaborateurs de demain ou l'entreprise de demain, elle est complètement dématérialisée. Il y a des moments de rencontre physique où on a besoin forcément de se sentir, de s'échanger, de prendre un café, de faire des choses et d'échanger des regards. Et ça, c'est clé. Faut surtout pas le perdre. On le voit bien de toute façon. On l'a vu là. Ça détruit
pas mal de gens, le fait de plus se voir, de plus travailler ensemble physiquement. C'est compliqué. On l'avait même, nous, on l'a vécu aussi dans l'entreprise, où on a eu des très jeunes demander à revenir dans l'entreprise pour redonner un lien social, pour voir le collègue, même si on lui parle pas, mais on sait qu'il est là, et le voir et le sentir. Et puis on n'est pas tous logés à la même enseigne pour les logements et tout. Tout ça, ça a été dit et redit, donc on regarde plus une hybridation entre le physique, le distanciel. Mais le travail de demain, c'est un petit peu comme je dirais comme la vision de sharing, c'est travailler avec qui, quand, où, enfin c'est faire un petit peu ce qu'on veut et d'être à la carte peut-être quelque part, c'est de travailler par projet. Donc il y a une opération, voilà, on va solliciter des compétences qui vont permettre qu'elles soient présentes physiquement, distancielles, mais avec un référentiel commun. Et donc ça veut dire que les technologies collaboratives distancielles vont être de plus en plus utilisées, je pense. Et il va falloir qu'elles soient beaucoup plus ancrées à l'échange et à la qualité des échanges et à la compréhension de qui est qui pour que ça marche et pour qu'il n'y ait pas de frustration et pour pas qu'on fasse des aliénés parce que on le voit bien, hein, ça marche pas les Zooms, les machins, ça ne marche pas. On finit tous en audioconférence. Quelle évolution technologique et sociétale. Franchement, qui fait des Skype ou des Teams avec la caméra du début à la fin? On a tous l'excuse qui va bien, le réseau est pas bon, ceci, cela, on coupe la caméra. T'es pas d'accord? À la fin, on a une super audioconférence. Où on se comprend que moyennement, si je coupe mon micro, tu sais même pas si je suis derrière la machine ou pas. C'est frustrant, ça sert à rien. Une fois de plus, on retombe dans le piège de la réunionnite qui sert pas à grand chose. Donc, il faudra trouver les bons points d'entrée pour que on puisse travailler mieux, faut qu'on soit ensemble dans cet environnement quelque part, faire ensemble, mais avec des technos qui soient un peu plus à l'écoute de l'homme. Ok. C'est pour ça que c'est une opportunité cette situation, je pense, pour nous, d'essayer de développer, faire savoir un peu plus ce qu'on fait et la démarche qu'on apporte depuis maintenant plus de 15 ans sur ces sciences cognitives et ce regard voilà, qui est important pour nous. C'est clair, c'est hyper intéressant. Ouais, mais là on se confronte, on va voir si on a eu raison. Parce que si ça marche pas, que c'est un flop le truc, c'est qu'on a peut-être pas fait ce qu'il fallait. Donc derrière le discours, il faut transformer maintenant. Et c'est là où on doit avoir des early adapteurs, peu importe, enfin des gens qui partagent ces valeurs pour pouvoir utiliser, qui croient au projet. On commence à avoir des super références là et on commence à faire des choses très sympas et donc ça c'est assez excitant de voir ce qui va arriver là. Ouais. Top, cool. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu dis ce serait cool? J'ai l'impression que on a fait plus d'une heure, c'est pas mal. Ouais, hein, bah ouais, non, si au-delà de ça. chose, Non, je pense pas, non, je pense qu'on a balayé les points clés un peu de l'entreprise, ouais, puis d'histoire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre? Qui je suis pour donner des conseils, franchement. Non, je pense pas que je peux se donner des conseils. Croire en soi, essayer de toujours cru en toi? Ouais, je crois toujours en moi. Non, t'as toujours cru. Alors, est-ce que tu crois toujours en toi et est-ce que t'as toujours cru en toi? Moi, je suis un privilégié. Je suis un privilégié parce que j'ai toujours eu des gens autour de moi qui ont cru en moi. Okay. Donc, et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et le premier, c'était mon père qui a dit, tu fais ce que tu veux, on sera toujours là. Mais et ça, c'est forcément on démarre différemment dans la vie, avec ou sans argent, c'est pas le sujet. Mais si c'est une fois de plus, c'est une question de valeur et puis de faire confiance et s'entourer de gens qui croient en votre folie ou en pas votre folie, en ce que vous voulez faire, en votre génie ou on peut même en votre idée. Voilà, c'est s'entourer de gens qui partagent ces choses-là et puis qui sont de temps en temps, ça vous recaler. Donc ça veut dire qu'il faut les aimer ces gens-là parce que de temps en temps ils vous recalent quand même. Et pour entendre quelqu'un qui vous recale, qui là est en train de faire des choses qui sont pas forcément cohérentes, Christophe, il faut vraiment aimer les gens pour l'accepter, ça. Faut grandir. Et c'est, voilà, donc c'est l'entourage. Ouais, l'entourage. C'est la clé pour oser. Puis il faut oser, ça sent. Comme j'aime à dire, hein, on a une personne là qui va bientôt se lancer dans une belle opération, qui vient de chez nous, donc qui va se lancer. Et c'est chouette. Alors évidemment, c'est un super élément. Je dis, ça fait chier que tu t'en ailles. Mais fonce, c'est maintenant parce que c'est là où t'as le moins à perdre. T'es jeune encore, donc le risque, il y en a qu'un, c'est que tu réussisses. Donc fonce, voilà.
Et même si je préfère que tu restes, mais fonce. C'est à la fois beau de voir quelqu'un partir aussi, quand même. Ouais, bien sûr. Non, c'est chouette. Il faut pas qu'ils partent tous, quand même. Ce serait ballot. C'est ballot. Voilà, on recommencerait autre chose. Mais non, voilà, donc pas trop de conseils, non, d'être soi-même. Ouais, authenticité. Être soi-même. Très bien. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Pas les clients, c'est pas le bon terme, parce que c'est le faire ensemble. Là, je pense à toi. Là, en ce moment, on a tous les deux en train de discuter, et j'ai un dossier sur lequel on doit réfléchir avec le responsable de la recherche pour essayer de trouver des bonnes solutions. Ça m'anime d'essayer de trouver le truc que le client va se refléter dedans. Il va dire, ouais, ils ont bien réfléchi au truc. Voilà, de le faire ensemble. Et puis si notre techno peut être au cœur du truc, forcément c'est chouette, parce que ça veut dire qu'on s'est pas trop trompé et qu'on arrive à trouver les gens qui partagent ça. Donc ce qui m'anime, c'est le projet. Ouais, c'est le projet. Et c'est celui qui arrive demain. Donc je le connais pas encore. Christophe, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. J'ai adoré réaliser cet épisode et en apprendre plus sur cette entreprise de la région qui rayonne au niveau national, européen et demain et déjà un peu aujourd'hui international. Christophe a une vision des valeurs qui sont partagées par toute son équipe et je crois que c'est l'une des principales clés de réussite. Cet épisode vous a plu ? Si oui, alors je vous invite à le partager sur les différents réseaux sociaux et je vous fais confiance pour en parler autour de vous. Le pompon grandit aussi et surtout grâce à vous. Soyez curieux et prenez soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.